Pourquoi les prêts du FMI pourraient-ils ruiner l'Afrique au lieu de la sauver? Le Fonds monétaire international, fondé en 1944 dans le cadre des accords Bretton Woods, a été fondé comme un organe de régulation du système monétaire international avec pour mission de garantir la stabilité monétaire internationale. Depuis 1976, son rôle est de prévenir le risque d'une crise de liquidité d'un pays et d'éviter à tout prix qu'il tombe en défaut de paiement, et donc qu'il devienne insolvable. Pour cela, le FMI surveille la santé économique de ses pays membres en dialoguant avec les autorités au moins une fois par an. Si un pays se trouve en difficulté financière, le FMI propose une aide technique et des conseils en politique économique pour permettre aux pays malades de se rétablir. Et si un pays se retrouve en crise de liquidité, autrement dit qu'il fait faillite, le FMI peut accorder un prêt de long terme pour que le pays puisse payer ses frais courants et ses créanciers. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Asrafil et ici je te parle d'économie, de politique et de géopolitique en Afrique. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Le FMI est très souvent accusé d'imposer des conditions très difficiles aux pays africains en échange de prêts qui continuent de les maintenir dans la pauvreté. La première reproche est que le FMI accorde des prêts aux pays africains déjà très endettés qui conduit à une explosion de leurs dettes. Selon les derniers chiffres du FMI, près de la moitié des pays pauvres souffrent de la dette. Le Ghana, qui était déjà en difficulté et qui avait une dette insoutenable, a bénéficié d'1 milliard de dollars de prêts en 2021 et de 3 milliards de dollars de prêts en 2023. Aussi, la Côte d'Ivoire, qui voit sa dette augmenter de façon inquiétante, a bénéficié de 3,5 milliards de dollars en mai 2023. Le plus gros problème des prêts du FMI reste les conditions. Ces conditions ont très souvent des conséquences négatives sur les économies africaines, la stabilité de leur État et même sur la soutenabilité de leurs dettes. Les députés ghanéens ont procédé mardi à l'amendement d'un projet de loi permettant à la Banque centrale de financer un déficit budgétaire qui pourrait représenter jusqu'à 5% des revenus totaux du pays en 2015. Le Parlement ghanéen a ainsi rejeté une récente injonction contraignante du FMI qui exigeait la suppression totale de ce financement. Cette instruction de l'institution internationale rentrait dans le cadre d'un plan d'aide d'1 milliard de dollars piloté par le FMI. Les conditions strictes imposées par le FMI en matière de politique budgétaire limitent très souvent la capacité des pays africains à gérer leur économie de façon autonome et à mobiliser des recettes. Il oblige les pays africains à réduire significativement leurs dépenses publiques en privatisant ou en baissant les subventions. Il y a une forme de chantage qui s'installe entre les institutions de Bretton Woods, le FMI, qui a la capacité d'annuler les dettes ou de leur redonner de l'argent en tant que prêteur de dernier recours, ce que ne font pas les banques, et qui leur impose en même temps des politiques d'ajustement structurel qui est celle de libéraliser les marchés, de permettre les investissements directs étrangers, ce qui profite aux compagnies étrangères, ce qui leur demande de faire des économies sur les dépenses, sur la dépense publique, donc qui leur dit d'ouvrir l'économie à l'extérieur, ce qui leur permet pas en fait d'amorcer même une création possible d'entreprises nationales. Par exemple, en juin 2023, le président tunisien Kais Saied a refusé 2 milliards de dollars du FMI qui lui demandait de réduire significativement les subventions sur les denrées alimentaires et à privatiser près de 100 entreprises publiques. Ces mêmes conditions ont été demandées au président kenyan William Ruto qui a accepté afin de bénéficier de 450 millions de dollars. Enfin, la dévaluation des monnaies nationales très souvent recommandée par le FMI a des effets significatifs sur la dette des pays africains. On se rappelle de la dévaluation du franc CFA en 1994 qui avait fait exploser la dette des pays de la zone franc. Les autorités politiques la savaient inéluctable. Sous la pression de la France et du Fonds monétaire international, FMI, les dirigeants des 14 États africains appartenant à la zone franc n'ont pas le choix. Antoine Simi, ministre de l'économie et des finances camerounais, l'annonce au monde. Nous sommes à Dakar, le 12 janvier 1994. Le franc CFA est dévalué. Les institutions de Bretton Woods suspendent leur aide aux pays de la zone franc, à l'exception du Bénin et du Burkina Faso, qui sont parvenus à respecter leur engagement vis-à-vis du FMI. La France, quant à elle, décide en septembre 1993 que son soutien financier sera désormais conditionné à l'adoption de programmes économiques et financiers crédibles bénéficiant du soutien du FMI. C'est donc sous la pression de la France et du Fonds monétaire international que les dirigeants des 14 États africains appartenant à la zone franc se réunissent à Dakar et cèdent à la dévaluation du franc CFA. Ainsi,
la valeur du franc CFA est divisée par deux. Les premiers effets de la dévaluation sont les changements des prix à la consommation qui passent du simple au double du jour au lendemain. Il en résulte une baisse immédiate du pouvoir d'achat des citadins africains habitués à consommer des produits d'importation. En réponse, les contestations et affrontements de rue à Dakar coûtent la vie à plusieurs personnes. On peut également ajouter d'autres conditions comme le droit des ABCD qui avait été demandé au Ghana et à l'Ouganda afin de bénéficier des prêts. Pour finir, ne soyez pas étonnés des décisions impopulaires des présidents africains contre la volonté de leur peuple. Merci de m'avoir écouté. Like et abonne-toi pour plus de contenu. Merci, à bientôt.